proue. Une nouvelle par Eric Weber. No reasonable man will fight for a dead woman. Joseph Conrad. Une commande. Il s'agissait d'une simple commande, orale pour l'essentiel, avec un semblant de confirmation écrite, griffonnée par la suite. Mais l'ordonnateur n'était pas n'importe qui. Il représentait la Compagnie française des Indes. L'objet ? Une œuvre d'art à créer, une sculpture, en bois. Son domaine réservé, son terrain de prédilection, sa chasse gardée. Sculpteur de son état, Folquin était célèbre et reconnu pour ses magnifiques personnages de retable, enclos paroissiaux et autres oratoires que l'on pouvait rencontrer au carrefour des routes et dans le cœur des églises. En particulier, sa renommée s'était construite à partir de l'érection du très contesté diable sublime, aujourd'hui disparu, qui logeait alors dans l'église d'un village comtois étagé au pied des Vosges. Censé représenter le malin séducteur, la beauté de sa créature était telle que le trouble qui en résulta ne fut pas admis par les ecclésiastiques commanditaires, ni par les confrères jaloux, ni même par sa famille et ses amis proches. Fort de ses longues années d'expérience, l'artiste, qui approchait le demi-siècle, avait décidé de se mettre au travail au plus vite, par passion, par fougue, par enthousiasme. C'était sa façon d'œuvrer. Et puis les délais étaient si courts, 3 mois. 3 petits mois à peine pour réussir une flamboyante figure de proue destinée à décorer un grand navire marchand, la Futile. Quel nom étrange avait songé Folquin. Mais il avait aussitôt chassé cette pensée pour relever ses manches. En cette moitié du XVIIIe siècle, la mode maritime était aux bâtiments habillés de précieuses fioritures boisées, tout à la fois finement ouvragées dans leur réalisation et incroyablement prétentieuses dans leur intention. L'ornement de la Futile ne faisait pas exception à la règle. N'y manquait que son point d'orgue, la figure de proue. Après moult réflexions, les propriétaires du vaisseau avaient opté pour une figure féminine qu'ils désiraient, selon leurs propres mots, de belle facture, ni trop verte, ni trop mûre, aucunement dérisoire, ni pour autant exagérément attirante. Du moins est-ce ainsi que Folquin avait retenu les choses. En espérant au fond de lui que sa création ne connaîtrait pas le même destin funeste que celle des infortunés Soleil Royal, Batavia et autres Vasa, perdus à jamais dans les bas-fonds de flots hostiles, parfois même dès leur première mise à l'eau. Mais ne soyons pas superstitieux, se reprit-il. Ça porte malheur. Pour l'heure, la première chose à faire était de trouver un modèle vivant. Qui pourrait représenter la figure de proue de la Futile ? Qui pourrait à la fois faire rêver les marins et rassurer leurs épouses ? Tenir de la fleur et du fruit, être la beauté et la bonté personnifiées, concilier le profane et le sacré, la vie aventureuse et la famille refuge. Une mère, pensa Folquin. Oui, c'est ça, une jeune maman, vive, fraîche et accomplie. Mais qui donc pourrait incarner une telle Madone ? Il ne sortit rien de ses premiers jours de réflexion à passer en revue les personnes féminines de son entourage. S'il accordait une grande importance à l'enveloppe charnelle, il recherchait aussi, avant tout même, une sorte d'aboutissement moral et comportemental chez sa future modèle. Non pas un énième avatar de vierge à l'enfant ou de bonne mère,
tant il avait souffert de l'incompréhension générée par son diable sublime. Mais une femme, oui, assurément. La femme, rêvée et idéalisée par tout ce que le monde avait connu et connaissait d'artistes depuis l'apparition de l'homme sur Terre. Rien que ça, sourit-il intérieurement, moqueur de lui-même. Kamao, j'ai trouvé, s'écria-t-il. Kamao. Il venait de songer au campement de gitans, établi à quelques encablures de son atelier, au nom prédestiné. Il s'y rendait parfois visiter quelques-uns de ses habitants, souvent musiciens, devenus ses amis. Pour lui, le lieu était empreint d'une poésie mystérieuse et magique. Il aimait son étrange dénuement et les étincelantes pépites d'humanité qui constellaient les visages et les silhouettes des hommes, femmes et enfants qui le peuplaient, tout en ayant bien conscience de l'âpreté de la vie qui s'y déroulait entre dignité préservée et acte de survie. Les bêtes n'étaient pas en reste. Les poules bavardes avaient beaucoup à raconter, et il y avait bien à lire dans le regard des chevaux silencieux. Et là, dans ce purgatoire ensorcelant, Fidji. Elle s'appelait Fidji. Une fille, une sœur, une femme, un ange dont la marque des ailes perdues était toujours visible à la saillie des omoplates. Un soleil dont la peau était restée blanche, à peine légèrement hâlée et constellé dans le dos d'une multitude de grains de beauté à peine foncés. Fière et généreuse, Fidji avait donné naissance très jeune à 2 fils, 2 garçons qui ne tarderaient pas à devenir sous peu des hommes accomplis. Sera-t-elle d'accord pour servir de modèle? Autorisera-t-elle Folquin à capturer puis sublimer son image? Pour une noble cause, certes, mais d'une façon qui pourrait être perçue comme insistante, à tout le moins importune. Son mari, sa famille, les dignitaires du camp accepteront-ils qu'un étranger, un gadjo, même ami de plusieurs d'entre eux, reste de longues heures en présence face à face, seul avec elle? Rien n'était moins sûr. Cependant, contre toute attente et au-delà de toute espérance, la réponse de tous, y compris celle de Fidji, fut oui. Un grand oui, franc et rieur même, la concernant. Un rien moqueur et frondeur aussi, crut-il percevoir dans les yeux de la jeune femme. Et tous les tziganes d'approuver Folquin, fiers que son choix se soit porté sur une des leurs, confiance et talent d'artiste, et rassurés par le plus grand respect humain qui émanait de ce frère d'adoption, respect maintes fois déjà éprouvé au sein du clan. Les séances ne furent guère nombreuses, et somme toute assez courtes. Les premières presque toujours chaperonnées par une grand-mère, une cousine ou un petit frère, la confiance n'excluant aucunement l'organisation d'un sage contrôle. Mais quelle intensité, quelle densité dans ces moments suspendus! On eût dit que du tréfonds de l'âme de la jeune femme aux extrémités des doigts du sculpteur passait un courant irrésistible qui éclipsait tout le reste autour. La texture dont ils tissaient leur relation était de la plus belle et de la plus pure facture. Une fois les chaperons disparus, jamais l'artiste ne fit montre de la moindre parcelle de convoitise du Pygmalion vis-à-vis de sa créature. Et jamais non plus celle qui dévoilait pour lui une partie de son corps ne prêta la moindre ambiguïté dans l'affaire. Aucun interdit, à aucun moment, ni d'aucune manière, ne fut franchi de part et d'autre de l'atelier.
pour la rassurer, exprimer leur égalité nue, à peine masquée par le paravent des émotions, il se dévêtait pour la sculpter dévêtue. Ce qui était loin d'être spontané chez lui, d'ordinaire si pudique. Quant à elle, se l'avouant à peine, elle aimait contempler ce corps, dont la beauté, certes quelque peu altérée par le temps, était en plein accord avec la nature. Folquin et Fidji, êtres purs, appréciaient chacun profondément la compagnie de l'autre. Ils avaient conscience de ce qui se nouait entre eux, du bonheur fugace qui, tel un kéros ex machina, passait à leur portée et qu'ils saisissaient, caressaient presque à la chevelure. L'ambiance calme et feutrée de l'atelier favorisait l'intense bouillonnement intérieur qui faisait pétiller le sang dans leurs artères quand ils se retrouvaient en présence l'un de l'autre. De tout cela résulta assurément l'harmonie des 1000 plis et replis qui sillonnaient les courbes du corps polychrome de la figure de proue née des mains de l'artiste. Par une heureuse circonstance des choses, Folquin découvrit une esquisse que Fidji avait fait tracer à l'encre noire au creux d'un discret renflement de sa beauté. Elle figurait un tout petit oiseau. Pas une seconde elle n'eut l'idée de cacher à la vue du sculpteur ce dessin de colibri, symbole des qualités de générosité et de courage qu'elle prisait particulièrement. Ému de cet accès autorisé au cœur même de l'intimité de sa modèle, Folquin grava avec un soin particulier les traits de ce tatouage dans la fibre même du bois, les ancrant profondément pour les rendre pérennes. Soucieux de ne pas partager la découverte d'un tel secret, il le recouvrit presque intégralement d'un semblant d'étoffe en bois placé fort à propos. Folquin fut satisfait du résultat final. Ce perfectionniste invétéré, toujours regardant sur la qualité de son propre travail, dut lui-même reconnaître que sa statue ainsi achevée représentait bien la vérité de Fidji, sa pureté, la noblesse qu'elle incarnait et qu'il admirait au plus haut point. C'était tout ce qu'il voulait. Il ne courait pas après la gloire, sans pour autant non plus dédaigner les livres qui le faisaient vivre. Il pensa qu'après cela, il pouvait mourir. 17 novembre 1760. Bayonne, France. La Futile, ventru 3 mois marchand de 800 tonneaux, s'apprête à quitter le port gascon pour les Indes orientales. Joséphin, jeune mousse d'à peine 15 ans, debout sur le quai, solide sur ses 2 jambes déjà vigoureuses, contemple songeur l'avant du bateau. Plus précisément, il fixe avec une extrême attention la Fidji, l'emblématique figure de proue qui a tant défrayé la chronique, en haut lieu, comme dans les gazettes et les estaminets du pays. La Fidji, penchée les bras le long du corps, le buste à peine recouvert d'une peinture qui dévoilait plus qu'elle ne cachait la délicatesse de ses formes, était, disait-on aux 4 coins du royaume, le portrait en pied d'une jeune femme nomade, révérée de son vivant pour ses qualités de cœur et d'esprit. Si bien souvent l'on est déçu de rencontrer un être ou une œuvre dont tout le monde parle avec enthousiasme, que cet enthousiasme soit réel ou bien imité de celui des autres, Joséphin, à l'instant présent, n'était absolument pas déçu. Bien au contraire. Il est littéralement envoûté par le magnétisme qui se dégage de ce qui pourrait n'être perçu au premier abord que comme une simple pièce de bois,
certes de bel ouvrage, mais qui était en réalité une représentation aboutie, corps et âme, d'une beauté voulue par Dieu. Tant transparaît avec magnificence le côté à la fois femme-enfant et Madone-mère de la statue créée pour orner, mais aussi protéger, la proue du valeureux bâtiment. Tout à l'heure, ils embarqueront tous ensemble. L'équipage, la gitane, surnommée parfois ainsi par quelques marins moqueurs parmi les moins sensibles à ses charmes, et lui-même, pour des mois de traversée de part et d'autre du continent africain, à sillonner les mers sans relâche. Bien sûr, il sera toujours avec elle, et pourra continuer à venir l'admirer du haut du gaillard d'avant, mais il ne pourra plus croiser son doux regard. Est-il bien raisonnable de tomber amoureux d'une paire de globes en bois peint? Qui s'y risquerait, hormis peut-être un tout jeune enfant en pamoison, devant les yeux peints d'une jument de manège? Heureusement, lui restera-t-il tout loisir de contempler l'océan de sa chevelure, peut-être même de pouvoir caresser celle-ci du bout des doigts. Ainsi campé sur le ponton, Joséphin dit au revoir à cette image qui l'accompagnera, mais qu'il ne reverra pas de sitôt. Chargé à bloc de produits européens, clinquant et dispensable, jamais le nom de futile ne fut aussi bien porté, et il est heureux qu'on ne lui ait pas préféré celui d'utile. À des fins d'échanges commerciaux, pour ramener épices, sucre et café, la flûte apparaît cap à l'ouest, dans la bonne humeur collective de son équipage. Elle gagne en quelques mois l'île de Madère, puis celle des Canaries, avant de descendre au sud, le long des côtes africaines, dans un périple sans encombre. Passé le cap de Bonne-Espérance, et reprenant sa course vers le nord dans l'océan Indien, la futile serpente plusieurs semaines dans les mythiques contrées iliennes de Médone, Outi et Oudon. À proximité de Gélassim, l'équipage est particulièrement séduit par les îles des Fées, tout en appréhendant quelque peu le royaume d'Akori, peuplé d'apatrides, dont il reste à distance. Ni le port d'Utopie, ni les Amorotes voisins ne se montreront en revanche visibles sur sa route, pas plus que le démon Sidragasum. Mais la futile a aussi sa part d'ombre. Lors d'une escale à Madagascar, le capitaine commandant la frégate, de son propre chef et de façon illicite, fait monter à bord une cargaison d'âmes humaines, péjorativement dénommée bois d'ébène, en vue de les vendre aux colons des îles Mascareignes pour leur servir de main-d'œuvre dans leurs plantations. C'est ainsi qu'en quittant la mythique Libertalia, la futile tire droit vers Rodrigue, la Cendrillon des Mascareignes, visant de gagner ensuite l'île de France, puis l'île Bourbon. Homo homini lupus. En dépit des nombreuses occupations exigées par les moussaillons de sa trempe, Joséphin grappille sur ses temps de repos pour rejoindre discrètement l'avant du bateau. À cheval en équilibre sur le beaupré, agrippé d'une main à l'étai de misaine, il se penche, insouciant du danger, pour caresser de l'autre main les mèches boisées de celle qu'il adore en secret. Aucun centimètre carré de la chevelure n'échappe à la douce et tendre pression de ses doigts. Les risques encourus, qui donc viendrait le repêcher s'il basculait par-dessus bord, loin des yeux de tous, ne le dissuadent en rien de s'aventurer à chaque fois de plus en plus bas au contact de la figure sculptée qui, magnifique d'abnégation, ouvre avec prestance la mer devant elle. Sans le voir, le jeune homme ressent pleinement la plongée intermittente du corps de la Fidji dans les eaux souvent houleuses qui portent le bateau. Il devine la crête moussue des vagues
recouvrir le bas de ses épaules, puis s'en retirer par saccades. Il entend le choc des gouttes qui éclaboussent son buste jusqu'en haut de sa poitrine. Il hume avec délectation les algues qui se prennent au filet des doigts de sa dulcinée. Que d'amoureuses en chair et en os eussent donné des journées de leur vie pour vivre ces courts instants de passion pure. Ce soir, la situation n'est pas aussi calme que d'habitude. Le ciel et la mer sont devenus l'un et l'autre progressivement plus obscurs. Les courants ont forci. Les membres d'équipage se sont fait moins bavards, plus graves. Le vent leur coupe les oreilles. Certains prient. Soigneusement rangés sur le pont, l'accastillage même semble guetter comme un signal. Pour faire diversion, réfugié sur le bas-flanc lui faisant office de couchette, Joséphin fignole la décoration d'un bracelet en métal dont il veut faire un bijou. Depuis de longues minutes déjà, un calme irréel enveloppe le navire et l'électricité dans l'air est palpable. Un silence épais recouvre le bruit des vagues. C'est le moment que choisissent les nus pour verser d'un coup leur lot de déferlante. Une pluie dantesque qui ferait passer la houle de l'océan pour un gentil clapotis. Joséphin abandonne aussitôt la fabrication de son bracelet et l'enfile prestement autour de son poignet. Soudain, un craquement terrible, suivi d'un second, une énorme secousse, puis une autre, prélude à une immobilisation totale et immédiate du bâtiment. Tout valdingue, hommes, objets, outils et denrées. Les voiles, les haubans. Joséphin esquive de justesse une vergue de grands huniers qui manque de l'assommer. Un matelot, entièrement recouvert d'un pan de grand voile, titube à l'aveugle tel un fantôme fou, apportant une touche comique à ce spectacle effrayant. Un autre gît embroché par une brisure de baume. Le fracas est tel que nul ne peut entendre ses cris de douleur. Et quand bien même, qui pourrait porter secours à qui? Personne. Personne à personne. Des récifs de corail, quasi invisibles dans la pénombre, ont piégé l'embarcation et la garde prisonnière sans aucun recours. Fatalité, erreurs humaines, ou bien sanctions divines punissant le recel d'esclaves. Toujours est-il qu'en cette nuit de juillet 1761, la Futile s'échoue sur l'île de Sable, minuscule îlot corallien, affleurant à peine au ras de la mer. De forme banale, d'une superficie dérisoire et d'une platitude désespérante, ce confetti désertique n'avait pas même été cartographié, ou si peu. La beauté des sables blancs qui l'entourent n'était pas un motif d'intérêt suffisant pour les services de la marine. Parmi les hommes du bateau, Joséphin est l'un des premiers à passer à l'eau. Surpris par la violence du choc, et quoique rompu à la nage, il perd assez vite ses repères et s'époumonne tant à rester à la surface qu'il ne voit pas chuter les multiples débris de bois et de métal, propulsés tels des météoroïdes folles depuis le bâtiment en perdition. Atteint aux deux épaules, ses forces commencent à l'abandonner. Une douce songerie l'envahit. Il pense à la Fidji, sa figure de proue adorée, prise comme lui dans ce naufrage. Où est-elle? Flotte-t-elle à la surface, ou bien a-t-elle sombré à pic avec l'avant du bateau? Ah, s'il pouvait s'accrocher à elle, quitte à finir perdu tout entier au fond de cet océan infernal. Aura-t-il au moins la chance de pouvoir la contempler une dernière fois en face, avant de mourir? Quasi inanimé, le jeune mousse est soudain tiré de sa torpeur par un objet étrange qui le bouscule légèrement, tout en douceur. Dans la nuit noire, il reconnaît immédiatement la Fidji, sa Fidji,
et parvient à s'agripper à elle avec l'énergie du désespoir. Après de longues minutes à rester enlacé dans une étreinte, les mêlant corps et âme, il se met à la parcourir à tâtons, avec une délicatesse quelque peu apeurée, puis avec plus d'énergie, de fougue. Au fur et à mesure qu'il caresse de ses doigts l'enveloppe boisée contenant l'absolu de sa bien-aimée. Et celle-ci le lui rend bien, le ressac la faisant se mouvoir langoureusement, comme dans les bras d'un amoureux. Leur frénésie est telle que le bracelet métallique qu'il avait enfilé à la hâte glisse de son poignet sans même qu'il s'en rende compte. Au moment de presser ses lèvres contre les siennes, à l'apogée de leur bonheur partagé, l'océan les engloutit l'un et l'autre d'un trait, précipitant au fond des abîmes leurs corps imbriqués, devenus unique et seule entité, étrange mélange de chair, de bois, de peinture et d'os. Acceptant désormais la mort à venir, Joséphin se laisse entraîner sans résistance au fond de l'eau. De son côté, la Fidji ne fait rien non plus pour remonter voguer à la surface. Elle qui aurait pu choisir de flotter au gré des vagues jusqu'à échouer quelque part et connaître peut-être une nouvelle vie à venir dans un quelconque musée naval, ou bien au contraire, aller au-devant d'une fin certaine en alimentant quelques bûchers de naufragés, a préféré couler à pic avec celui dont elle partageait l'amour inconditionnel. Décembre 1776. Entouré de rares arbustes malingres, un vieil homme en habit arpente le sol désolé de l'île de Sable. Il a suivi à bord de la corvette Dauphine un certain Monsieur de Tromelin, à qui a été confiée la mission de tenter de sauver les survivants espérés de la Futile, 15 années après le naufrage de celle-ci. Sans se désintéresser humainement du sort pathétique de cette poignée de femmes esclaves rescapées du naufrage, accompagnées d'un nourrisson né depuis, Folquin, car il s'agit de Folquin, le sculpteur de la Fidji, cherche surtout à retrouver tout ou partie de la figure qu'il a créée et à laquelle il n'a jamais totalement cessé de penser depuis leur séparation. C'est pour cette raison seule qu'il a bravé avec courage et obstination les aléas périlleux d'un si long voyage. Malheureusement, ce maigre javot perdu dans l'océan Indien ne laisse rien découvrir. Au milieu des oiseaux, dont les œufs ont fait office d'aliments et les plumes de vêtements, seul subsiste parmi les constructions humaines le puits creusé par les naufragés, 2 ou 3 vagues cahutes en branchage et de très rares débris non consumés provenant de l'épave de la Futile. Abattu, Folquin, l'ombre de Folquin serait-on tenté de dire, tant l'homme a subi les outrages du temps, au point d'être devenu méconnaissable pour ceux qui l'auraient connu dans la force de l'âge, est à 2 doigts de se résigner. Il repartira tout à l'heure en pirogue, à bord de la corvette qui, pour l'heure, mouille devant les récifs coralliens qui entourent l'îlot. Sa venue est un échec, à la différence de celle de Tromelin, qui aura sauvé 8 vies humaines. Pourtant, il n'a rien laissé passer. Le moindre arpent de l'îlot a été scruté par son œil acéré et passé au peigne fin de ses doigts enfiévrés. Mais la fatigue le gagne, tant il a pris sur son énergie vitale pour tenter de retrouver l'objet de sa quête. Au moment de rebrousser chemin, un éclat lumineux se manifeste à son regard. Comment diable? Folquin se penche et étudie le sol. Un petit fragment de métal dépasse, qui a renvoyé sur sa cornée un rayon du soleil. Il le ramasse avec la pièce de bois poli recouverte de terre sablonneuse dans lequel il est fiché. L'examinant de près après l'avoir frotté, il se dit que ça ressemble à un morceau de bijou, un résidu de bracelet par exemple. Certes,
bien ébréché et fort déformé, mais tout à fait reconnaissable. Et là, soudain, un coup au cœur. Le cercle métallique, ôté, laisse apparaître une trace bien visible sur le bois. Une trace d'encre. Le dessin à peine effacé d'un oiseau. Un colibri. Le colibri de Fidji, son tatouage qu'il avait recopié fidèlement en sculptant la figure de proue. Le sol vacille sous ses jambes, tandis que l'officier qui l'accompagne le hèle depuis la pirogue. Après de longues secondes à recouvrer ses esprits, tout en enfouissant religieusement le bois ancré dans sa poche, le vieil homme marmonne un « oui » à peine audible. Épuisé, il trouve la force de tordre le morceau de métal pour en faire un anneau qu'il passe autour de son annulaire. Ce geste, accompli avec solennité et empreint de 1000 émotions, sera son dernier geste sur cette terre.